Bonsoir mon pays, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de votre édition. À Nouméa, le déjeuner de ce midi à l'école Charles Bichon boycotté par plus de la moitié des élèves. Un coup de gueule pour dénoncer un repas de moins en moins copieux proposé par Newrest. Reportage dans quelques instants. Le bétail Drommaster résiste à la sécheresse, un atout pour le lycée Michel Rocard de Pointe-Bout qui en voudrait plus. Pour cela, un vétérinaire utilise un procédé australien, la transplantation embryonnaire. Comment se réalise cette opération? C'est ce que nous allons vous expliquer dans le dossier du jour. Suite de notre feuilleton consacré à la télécardiologie. Une fois le boîtier placé dans l'organisme, nous verrons comment le cœur malade est surveillé à distance. Vous verrez qu'un simple appel peut améliorer le suivi d'un patient. Je vous le disais en titre, plus de la moitié des enfants ont manqué à l'appel aujourd'hui à la cantine de l'école Charles Bichon à Nouméa. Viande pas cuite, plastique et cafards trouvés dans les plateaux. 69% des enfants ne finissent pas leur repas parce qu'ils estiment qu'il n'est pas bon. Un chiffre recensé par l'association Une cantine responsable pour nos enfants. Les repas sont servis par l'entreprise Newrest. Les parents et les enfants de l'école ont préféré un pique-nique au parc d'à côté pour boycotter le déjeuner. Le reportage de Lindsay Wamo. La cantine de Charles Bichon désertée. Ok, allez on y va. Aujourd'hui, les demi-pensionnaires mangent avec leur famille dans un parc à 2 pas de l'école. Pour ses parents comme Jérôme, cette action, c'est l'espoir d'alerter les institutions. Le fait d'enlever les enfants aujourd'hui est un geste symbolique, dans le sens de pouvoir dire et de faire savoir aux autorités compétentes qu'il y a sûrement quelque chose d'important à faire, peut-être pour recréer une proximité au niveau du travail de la cantine. Cette désertion de la cantine s'est faite sous la demande de l'APE, l'association des parents d'élèves de l'école. L'objectif, alerter pour améliorer la qualité des repas et la condition des prises de repas dans les cantines. On comprend vite cette forte mobilisation quand on entend le témoignage inquiétant de certains demi-pensionnaires. Moi je trouve qu'en fait les pâtes elles sont trop secs. Ouais, et j'aime pas. Elles sont sèches. Et dans la viande il y a trop de sauce. Et il y a trop de gras. Enfin c'est pas utile. Enfin, l'autre jour il y avait une fille qui était assise à côté de moi. Et elle avait trouvé de petits cafards sous les plateaux. Et c'est pas très propre de voir des cafards sous nos plateaux quand on mange comme ça. J'ai trouvé des vers dans ma pomme. Et aussi, j'ai reçu dans la viande, dans la nourriture, j'ai reçu 2 fois du plastique et une fois une bestiole dans ma nourriture. Donc j'aimerais que ça change et qu'on mange bien hygiénique et qu'on mange proprement. Devant ces inquiétudes, l'APE se range aux côtés de l'association Une cantine responsable pour tous. Une association née il y a quelques mois du mécontentement général. L'association est actuellement en discussion avec les institutions afin de trouver des alternatives pour améliorer la qualité des repas. L'APE propose alors l'école Charles Bichon comme école pilote. Charles Bichon se propose d'être pilote, de mettre en place peut-être des alternatives. Donc aussi bien de passer par d'autres circuits de distribution qui seraient à définir, pourquoi pas mettre en place une solution de ticket. Le ticket c'est quoi? C'est laisser la chance aux parents de pouvoir choisir quel jour ils mettent leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment d'être emprisonné par la restauration collective et on a envie de réinscrire la cantine dans le projet pédagogique. Aujourd'hui, la cantine, c'est pas qu'une garderie, surtout pour des enfants. Il faut voir la pause de la cantine peut-être comme un axe pédagogique et l'inscrire au niveau du projet pédagogique de l'enfant. Les discussions avec la mairie de Nouméa et celle du Mont-d'Or sont en cours. L'association compte rencontrer ensuite prochainement les mairies de Païta et de Dimbéa. L'actualité, c'est aussi cette rencontre intitulée « Je tiens à toi ». Au pays, on compte 30 décès par suicide par an chez les jeunes. C'est la 2e cause de décès dans cette tranche d'âge après les accidents de la route. Un chiffre qui semble stable, mais qui reste alarmant. Un sujet difficile qui sera abordé demain sous forme de théâtre-forum à la maison de quartier de Jacques Carandas à Dimbéa. La rencontre est ouverte au
public de plus de 12 ans. Écoutez les explications d'Aurélie Gonzalez, éducatrice spécialisée de Dambéa, au micro d'Audrey Poedi et Falaï Ouedjou. Ce n'est pas forcément une thématique qui est facilement abordable. Là, l'idée de l'utiliser, en tout cas de l'aborder par le biais du Théâtre Forum, c'est un moyen en tout cas de permettre de communiquer et d'échanger de manière plus facile. L'idée, c'est effectivement de parler du suicide, puisqu'on sait qu'effectivement, on est tous concernés de près ou de loin, tous concernés et touchés de près ou de loin par le suicide. Et plus on en parlera effectivement, de manière adaptée, bien évidemment, plus voilà, la prévention fonctionnera et on arrivera effectivement à faire qu'il y ait moins de passage à l'acte, en tout cas chez les jeunes et même les moins jeunes. Les ateliers des parents sont mis en place à destination des parents et des enfants de la commune, mais tout professionnel de santé, tout adulte intéressé, même qui ne sont pas résidents de la commune de Dambéa, peuvent venir, c'est ouvert à tout le monde justement. Voilà, la rencontre aura lieu demain à partir de 18h à la maison de quartier de Jacarandas à Dambéa. L'entrée est libre. Aurélie Gonzalez, que vous venez d'entendre, sera l'invitée de l'émission Bienvenue dans la bande, consacrée à la grande cause dédiée aux enfants, demain soir présentée par Falaï Ouedjou. Le lycée Michel Rocard de Pointe-Boute veut plus de bétail de race Drommaster. Pourquoi? C'est une race qui résiste mieux à la sécheresse éotique. Pour en produire plus, une solution, la transplantation embryonnaire. Et nous avons décidé de faire la lumière sur ce procédé inventé par les Australiens. Le principe est de féconder donc un ovule et un spermatozoïde de bétail de race Drommaster. L'embryon obtenu est ensuite transféré sur des vaches porteuses d'une autre race. Une opération délicate réalisée au lycée de Pointe-Boute par un vétérinaire australien avec l'appui de l'UPRA bovine, l'unité de promotion et de sélection des races équines et asines. Un reportage d'Anissa Toussi. Là, Stuart, le vétérinaire, est en train de palper les ovaires des femelles receveuses, donc des futures mères porteuses, qui vont être utilisées pour mettre les embryons qui seront collectés plus tard. Et en fait, il est en train de palper les ovaires pour voir de quel côté les vaches ont réagi, c'est-à-dire quel ovaire a réagi au protocole de synchronisation pour déterminer dans quelle corne utérine on va placer l'embryon. Le vétérinaire devra répéter 20 fois cette opération sur les 20 vaches receveuses pour s'assurer que le protocole de synchronisation hormonale ait bien fonctionné. Ce protocole consiste à préparer les femelles 3 semaines avant l'implantation pour que le jour J, les receveuses soient à l'équivalent d'une gestation de 7 jours au niveau hormonal, ce qui correspond à l'âge des embryons provenant de ces 2 vaches donneuses de race Drommaster. Sur les 20 receveuses qui ont été préparées ici, on en a 2, 3, 4, 5, 6 qui ne vont pas pouvoir être utilisées aujourd'hui. Et puis du coup, tout le reste, les 14, vont être utilisés. Les 2 donneuses sont issues d'un premier transfert embryonnaire réalisé en 2014 au lycée de Pointe-Boute. Aujourd'hui, leurs embryons fécondés à partir de semences de mâles Drommaster provenant d'Australie sont collectés pour être posés sur les 14 vaches receveuses d'une autre espèce apte à recevoir l'implantation. Le veau héritera donc du patrimoine génétique de la vache donneuse et du taureau donneur. La femelle receveuse ne transmet aucune génétique. L'objectif pour le lycée est de créer le plus rapidement possible un troupeau de race Drommaster pure d'une 30aine de têtes. C'est une race qui est bien adaptée à nos conditions chaudes tropicales et résistante à la tique. Donc l'exploitation du lycée agricole, on essaye de diminuer au maximum l'utilisation de pesticides et en allant vers une race résistante à la tique, on va arrêter l'utilisation de tiquicides et diminuer notre impact sur l'environnement. Au total, 23 embryons de très bonne qualité ont été prélevés sur les vaches donneuses. 14 ont pu être posés sur les vaches receveuses et 9 sont congelés dans de l'éthylène glycol, ce qui permettra à l'UPRA d'avoir un stock d'embryons Drommaster pour les reposer lors de prochaines campagnes.
Alors bonsoir Jamie, on va aller plus loin sur ce thème. Est-ce que le Drogmaster pourrait remplacer le Brahman dans le cheptel calédonien? Alors Elise, selon Jacques Forest, le président de la section des races de Drogmaster, la réponse est oui. Dans 10 ans, le Drogmaster remplacera le Brahman dans le cheptel calédonien. Cette espèce est un croisement entre des taureaux zébus Brahman à 75% et des vaches européennes que l'on appelle le Shorthorn. Voici à l'image le Brahman. Vous allez voir dans quelques instants cette espèce, cette vache européenne qui est le Shorthorn. Ce croisement a été fait dans les années 30 dans l'État du Queensland, au nord d'Australie, par des éleveurs, comme tu l'as dit, australiens. L'État de Queensland, c'est un État qui présente les mêmes conditions météorologiques que nous, c'est-à-dire une zone tropicale. Donc ces éleveurs-là ont inspiré nos éleveurs ici au pays, le Brahman ou le Drogmaster. Alors il faut savoir que ces deux espèces présentent toutes les deux les mêmes aptitudes de résistance aux fortes chaleurs. Alors pourquoi on cherche à avoir des taureaux Drogmaster? On a eu la réponse du lycée agricole de Pointe-Boute à l'instant, mais en ce qui concerne l'ensemble des éleveurs calédoniens, comparé au Brahman, qui est une race plus vive, le Drogmaster est plus docile, c'est-à-dire qu'il est plus facile à travailler avec, et notamment dans le carré, donc moins d'agressivité, et c'est une espèce qui ne cherche pas à sortir du carré, contrairement au Brahman. Donc pour les vieux éleveurs comme Jacques Forest, le Drogmaster, c'est plus facile de travailler avec. Et deuxièmement, le Drogmaster, eh bien, il est plus musclé que le Brahman qui, lui, perd du muscle au fil des années. Et le Drogmaster, dès petit, c'est-à-dire quand c'est un veau, eh bien, il a une belle culotte, c'est le jargon que l'on utilise dans l'élevage calédonien, c'est-à-dire qu'il a un fessier musclé. Et ce fessier musclé, Élise, il plaît à l'OCEF. Et quand ça plaît à l'OCEF, ça veut dire que ta viande est de qualité. Et quand ta viande est de qualité, eh bien, ça veut dire qu'elle est mieux classée. Et quand tu as un bon classement auprès de l'OCEF, eh bien, ça veut dire que c'est garanti d'une viande de qualité pour les consommateurs. Et on a de la bonne viande dans nos assiettes. On a la bonne viande dans nos assiettes, c'est le consommateur qui dira, en tout cas pour l'éleveur, eh bien, le Drogmaster lui permet d'avoir des bénéfices plus attractifs. Un veau à la vente coûte 300 000 francs et 400 000 francs après sevrage. La première importation date de 2007 plutôt. Il y avait 60 têtes qui ont été importées. Actuellement au pays, on dénombre 600 Drogmaster. Des Drogmaster que vous pourrez admirer lors de la prochaine foire de Bourail, les 10 et 11 août prochains sur Calédonia, bien évidemment, Elise. Merci Jamie pour ces précisions. Passons à notre feuilleton consacré à la télécardiologie. Hier, nous avons assisté à l'opération qui consiste à placer le stimulateur cardiaque, le boîtier qui permet de surveiller le cœur d'Héloïse. Ce soir, nous verrons comment José, l'infirmier au Médipôle de Coutilleux, surveille à distance depuis son ordinateur le cœur de Wallace, un habitant de l'île de Tiga. Le patient avait déjà le boîtier dans son cœur. Vous verrez que ce système améliore le suivi et le quotidien des patients éloignés. Le reportage de Michel Pimbé. Allô René? Oui, c'est José, je suis l'infirmier du Médipôle. On fait le suivi à distance avec les transmetteurs. Un coup de téléphone pour vérifier que tout va bien ou caler des rendez-vous. Tous les matins, José, infirmier en télécardiologie, observe et répertorie les alertes transmises par les défibrillateurs. En Nouvelle-Calédonie, depuis 5 ans, le service de cardiologie a mis en place un système de télésurveillance des défibrillateurs. On a les patients qui sont chez eux, ils ont le transmetteur à la maison qui nous envoie les informations donc, tous les 3 mois s'il n'y a pas de problème. Et s'il y a des alertes, s'il y a des soucis, si le défibrillateur n'est pas sûr de certaines choses, il faut un contrôle par un médecin. Et moi, je suis l'infirmier, je fais les pré-tri avant de pouvoir le montrer au médecin et d'avoir celles qui sont plus ou moins importantes. Donc là, je vois qu'il y a un patient qui a eu une alerte rouge. Suite à ce drapeau rouge, José informe le médecin. Le cardiologue vérifie, analyse et interprète les électrocardiogrammes à risque. Heureusement, juste après, ça se remet à détecter comme il faut, donc il n'a pas envoyé de choc. Le risque principal de ces appareils, c'est la survenue de chocs électriques. Ces chocs sont extrêmement traumatisants pour les patients. Pour cela, le médecin et l'infirmier doivent au maximum limiter le risque de survenue de ces chocs en réglant correctement le défibrillateur. Il faut qu'on le contrôle ici, puis je pense qu'il va falloir repositionner la sonde assez vite. On fera une radio aussi quand il arrivera.
Cette télésurveillance permet de réagir rapidement en cas d'anomalie physique ou matérielle. Ça peut changer la vie plus pour les patients qui sont quand même loin, en brousse, sur la Grande Terre ou sur les îles, parce que ça permet, comme disait le docteur Rendu, l'espacement des consultations et de ne pas être obligé de revenir tous les 6 mois. Et en plus de pouvoir rappeler et de leur dire là il y a un souci, il faut revenir parce qu'il y a un problème avec le défibrillateur. C'est le cas de Wallace. Pour y remédier à son problème cardiaque, Dr Rendu lui a implanté un défibrillateur il y a 1 mois. Comme tous les patients, suite à une intervention, il doit venir en consultation afin de vérifier et de régler le dispositif. Bonjour Wes. Bon, comment ça se va? Ça va, merci. Ouais, très bien. Bon, t'as pas eu de palpitations Non, du pas tout? du tout. Ok, parfait. Puis la cicatrice est propre? La cicatrice est propre, Bon, il n'y a pas de problème au niveau des tests. Comme on disait, donc ça va, il y a une longévité qui est de l'ordre de 7 ans. Et comme tu as le système de télésuivi de la prothèse, avec ce petit boîtier que tu as à la maison, ça nous permet d'écarter les suivis, tu vois, que tu ne sois pas obligé de revenir ici tous les 6 mois et de revenir que tous les 9 mois. Et puis, si vraiment on voit que ça marche bien, que les transmissions se font bien, à ce moment-là, on peut faire même tous les ans. Je pense que c'est très rassurant pour moi, puisque je pourrais retourner vivre dans mon île tranquillement, tout en sachant qu'il y a un œil sur mon défibrillateur. On peut te mettre, on va mettre, tu vois, sur AutoSense, voilà, tu peux mettre arrêt. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Eric, là? On fait des petits réglages, il y a toujours des petits ajustements à faire. C'est des prothèses qui sont de plus en plus évoluées, dont la technologie est de plus en plus performante. Mais on a quand même toujours des petits réglages à faire pour faire en sorte que tout se passe très bien, que la prothèse soit bien tolérée, qu'elle soit le plus efficiente et sans effets secondaires, notamment. Surtout, ce qu'on veut absolument éviter, c'est les chocs inappropriés. Ce système a permis de laisser les patients vivre, de les laisser travailler et de profiter de la vie sans les ramener sans cesse à l'hôpital. Et cela a permis également à l'équipe de cardiologie de se concentrer sur les urgences et de mieux prendre en charge les autres patients. Voilà, demain dans le feuilleton, nous verrons comment Victor vit au quotidien avec un stimulateur cardiaque appelé aussi défibrillateur cardiaque, surtout lorsqu'on vit loin du Medipol. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de votre attention. Après la météo, vous retrouverez Aurélie Néautine et Stéphanie Marlier. Le thème du jour, la prévention routière. Bonne soirée à tous.